Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de la deuxième série de TD. Dans cette série, on va parler de variations génétiques. Donc, toutes les bactéries sont capables d'évoluer par modification de leur matériel génétique. Donc, cette modification du matériel génétique, elle pourra être causée par des recombinaisons génétiques ou des mutations. Donc, les recombinaisons génétiques, nous avons vu, sont la transformation, la conjugaison et la transduction. Donc, les questions sont sous forme de QCM et les réponses, ils peuvent être multiples. Ça veut dire la question peut avoir plusieurs réponses à la fois. Donc, la première question, les ribosomes permettent de synthétiser l'ARNM, permettent de synthétiser les protéines, sont des organites contenus dans le cytoplasme. Donc, les réponses sont, ils permettent de synthétiser les protéines et ils sont des organites contenus dans le cytoplasme. Donc, comme nous savons tous, les ribosomes sont des complexes ribonucléoprotéiques, c'est-à-dire ils sont composés de protéines et des ARN. Et ce sont des organites libres dans le cytoplasme. Leur fonction est de synthétiser les protéines en décodant l'information contenue dans l'ARN messager. La question 2. En biologie moléculaire, le passage de l'ARNM en protéines s'appelle la transcription, la transduction ou la traduction. Donc la réponse est C, c'est la traduction. Donc la fonction du ribosome est de traduire le code génétique en protéines par l'intermédiaire des ARN messagers et c'est la traduction. Donc la question 3, un gène est une séquence d'ADN qui code pour une protéine, une séquence d'ARN qui code pour une protéine. Donc la réponse c'est 1. Un gène est défini comme étant une séquence d'acides nucléiques, en l'occurrence l'ADN, susceptible d'être transcrite en ARN. Et bien sûr, s'il est ensuite traduit en protéine, ça veut dire la séquence est dite, c'est une séquence codante. Donc la question 4, qu'est-ce qu'une cellule compétente? Est-ce que c'est une cellule capable d'intégrer de l'ADN étranger ou une cellule capable de se multiplier? Donc, une cellule compétente, c'est une cellule capable d'intégrer de l'ADN étranger et nous avons vu ça dans les recombinaisons génétiques de la transformation. Donc, par exemple, une bactérie est dite compétente lorsqu'elle est capable d'incorporer un ADN étranger. Donc, la question 5, comment s'appelle le processus qui permet d'incorporer l'ADN dans des cellules compétentes? Donc, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est la transformation. Donc, la transformation, elle est définie, c'est le mécanisme par lequel il y a eu transfert passif d'ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice dite en état de compétence. Donc, la question 6, qu'est-ce qu'un plasmide? Est-ce que c'est un fragment d'ADN circulaire ou un fragment d'ARN circulaire? Donc, la réponse, elle est facile. Donc, le plasmide, c'est un fragment d'ADN circulaire. Donc, maintenant, la question 7, quel est l'intérêt d'une transformation bactérienne? Est-ce que faire acquérir à la bactérie une nouvelle propriété, rendre la bactérie résistante à un antibiotique, permettre à la bactérie de survivre dans un milieu de culture particulier? Donc la réponse c'est que la transformation permet de faire acquérir à la bactérie une nouvelle propriété. Donc c'est l'intérêt de la transformation et ici je vais vous parler de l'expérience de Griffith. Donc c'est à propos, donc cette figure, c'est à propos du pneumocoque que le phénomène a été décrit par Griffith en 1928. Donc, il a remarqué, donc sur les bactéries pneumocoques, il y a deux types morphologiques. Il y a la forme S, qui sont encapsulées, donc ils possèdent une capsule, et virulentes. Injectées à la souris, ils déclenchent une septicémie mortelle au bout de 24 heures à 48 heures. Donc, il y a la forme R. Donc, la forme R, ce sont des bactéries non capsulées et non virulentes. Ils sont dénués de tout pouvoir pathogène. Donc, lorsqu'on les injecte aux souris, ils permettent la survie des souris. Et dans le sang, on trouve une absence de tout pneumocoque. Donc, l'expérience qu'il a menée, c'est que il a tué les cellules des pneumocoques S par la chaleur et après il les a injectées. Donc les souris restent vivantes et il y a absence de tout pneumocoque. Donc l'expérience 4, il a fait le mélange des pneumocoques tués S avec des pneumocoques R qui sont non virulentes. Après l'injection, il a remarqué la mort des cellules
et la présence de nombreuses bactéries pneumocoques S vivant dans le sang. Donc l'expérience 5, un mélange de pneumocoques S dénués de leur ADN, ça veut dire ils sont sans ADN, et des pneumocoques R vivants, c'est-à-dire non capsulés et non virulentes. Donc le mélange injecté, il a provoqué la survie des bactéries, plutôt la survie des souris, et dans leur sang, on a trouvé une absence de tout pneumocoque. Donc la dernière expérience, c'est un mélange de pneumocoques de type R vivant et de l'ADN extrait des cellules de pneumocoque S. Donc, le mélange a provoqué la mort des souris et l'analyse du sang a montré la présence de très nombreux pneumocoques S vivants. Donc, c'est l'ADN. Qu'est-ce qu'il a conclu à la fin? C'est l'ADN des bactéries S tuées qui est responsable chez les bactéries R de la synthèse d'une capsule de type S. Ça veut dire que la transformation permet d'acquérir une nouvelle propriété qui est la synthèse de la capsule et par la suite rendre les bactéries R encapsulées et virulentes, ce qui provoque la mort des cellules, plutôt la mort des souris. Donc, d'où la définition de la transformation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mécanisme par lequel il y a transfert d'ADN d'une bactérie donatrice, qui est dans ce cas la bactérie pneumocoque S, à une bactérie réceptrice dite en état de compétence, qui est la bactérie pneumocoque R. Donc, la question 8, parmi les propositions suivantes concernant la conjugaison bactérienne, indiquez celles qui est ou qui sont exactes. Donc, la réponse A, le chromosome sexuel appelé facteur F n'est jamais épisomal. Les bactéries F+ et F- sont porteuses de pili sexuelle. Lorsque les bactéries F+ transfèrent leur facteur F à une bactérie réceptrice F-, elles le perdent et deviennent F-. Et la réponse D, les bactéries qui contiennent un facteur F intégré dans leur génome sont appelées HFR. Donc ici, comme il est indiqué dans la question, il s'agit de la conjugaison bactérienne. Donc la réponse c'est D. Donc les bactéries qui contiennent un facteur F intégré dans leur génome sont appelées HFR. Oui, c'est correct. Pourquoi la réponse A, elle n'est pas correcte? C'est les fausses. Donc le chromosome sexuel appelé facteur F n'est jamais épisomal. Non, en effet, le facteur F ou le chromosome sexuel ou le plasmide F, c'est un épisome. Ça veut dire c'est une molécule d'ADN circulaire qui comporte environ 25 gènes nécessaires à la conjugaison et notamment à la formation des pili sexuels chez la bactérie F+. Donc la réponse B, c'est une fausse réponse. Donc les bactéries F+, puisqu'elle a le facteur F, ils sont porteuses de pili sexuels, d'accord? Parce que c'est les plasmides F qui codent pour la synthèse de pili sexuels. Donc la réponse C, aussi c'est faux. Lorsque les bactéries F+ transfèrent leur facteur F à une bactérie réceptrice F-, ils le perdent et deviennent F-. Donc non, comme nous avons vu dans le cours et aussi dans la figure qui concerne la conjugaison bactérienne. Donc à la fin de la conjugaison, le facteur F persiste chez la bactérie donatrice qui demeure F+, et une copie du facteur F a été acquise par la bactérie réceptrice qui devient F+. Donc, voici la figure. Donc, concernant HFR, pourquoi? Donc, lorsque le facteur F intégré dans leur génome sont appelés HFR, oui, parce que donc on a le plasmide libre. Donc, après, il s'intègre dans le chromosome. Donc, après intégration de plasmide F dans le chromosome, donc la bactérie elle devient HFR. Ça veut dire qu'il possède une haute fréquence de recombinaison. Donc, la question 9, parmi les propositions suivantes concernant la conjugaison bactérienne, donc, quelles sont les réponses qui sont exactes? Donc, le facteur F est un épisome, petite molécule d'ADN circulaire qui ne contient aucun gène. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est un épisome, oui, mais il possède environ 25 gènes, alors qu'ici, il ne contient aucun gène. Donc, c'est faux. Progressivement, les bactéries peuvent acquérir une résistance à tous les antibiotiques. Oui, c'est correct. Donc, le plasmide F, c'est un plasmide. Donc, voici les bonnes réponses. Les 4 dernières réponses, elles sont toutes exactes. Donc, le plasmide F est un plasmide un peu particulier parce qu'il possède la capacité de s'intégrer au chromosome bactérien. Oui, c'est correct. Donc, les bactéries F+ sont porteuses à leur surface de structure appelée pili. Oui, c'est correct.
Et lorsque le facteur est intégré au chromosome bactérien par cross-innovaire, la bactérie devient HFR, ça veut dire qu'il possède une haute fréquence de recombinaison. Oui, c'est correct, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, la question 10, parmi les propositions suivantes concernant le phénomène de traduction, plutôt de transduction, quelles sont les réponses qui sont correctes? La transduction permet un transfert de matériel génétique entre deux bactéries. Elle s'effectue par l'intermédiaire d'un plasmide. Elle s'effectue par l'intermédiaire d'un phage. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse C. Donc, la transduction, c'est le transfert d'ADN bactérien par l'intermédiaire de vecteurs ou des bactériophages, d'accord? Qui sont appelés aussi des phages. Donc, le bactériophage, il est défini comme étant un virus de la bactérie. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse C et s'effectue par l'intermédiaire d'un phage. Donc, la question 11, quels sont les résultats d'un échange de matériel génétique par conjugaison entre une bactérie F+ et F-? Donc, A, la bactérie donatrice devient F+, B, la bactérie donatrice devient F-, C, la bactérie réceptrice devient HFR, D, la bactérie réceptrice devient F+. Donc, la réponse est la bactérie réceptrice devient F+. Pourquoi? Donc, la bactérie donatrice devient F+. A, c'est la réponse A. Donc, elle est fausse. Pourquoi? Parce que la bactérie donatrice, elle est déjà F+. Elle ne devient pas F+, parce qu'elle possède le plasmide F et le facteur F, ça veut dire le facteur F est le polysexuel. Donc, elle est F+. Donc, la réponse B, la bactérie donatrice devient F-. Non. Lorsque la bactérie donne F+, dans son plasmide, elle reste F+. Donc, C, la bactérie réceptrice devient HFR. Non, parce qu'ici, on parle de la conjugaison bactérienne entre des bactéries F+, et F-. Donc, la réponse D, la bactérie réceptrice devient F+, oui, parce que lorsque la bactérie F- acquit le plasmide F, elle devient F+. Donc, la réponse est D. Donc, la question 12, lors de la conjugaison bactérienne, le transfert du matériel, il est bidirectionnel. Il y a une différenciation sexuelle entre les souches parentales. Il y a nécessité d'un contact physique entre les bactéries. Et il y a le transfert du matériel génétique qui exige la présence permanente d'un plasmide F. Donc, la réponse est, lors de la conjugaison bactérienne, il y a une différenciation sexuelle et il y a nécessité d'un contact physique. Donc, le transfert de matériel génétique, il n'est pas bidirectionnel. Donc, il se passe dans une seule direction, de la bactérie F+, vers la bactérie F-. Il y a une différenciation sexuelle, oui, parce que la conjugaison, c'est un transfert du matériel génétique qui s'effectue entre des bactéries qui sont sexuellement différenciées et qui nécessitent un contact étroit entre une bactérie donatrice qui est mâle et une bactérie réceptrice qui est dite femelle. Donc, il y a nécessité d'un contact physique, oui. Donc, la conjugaison bactérienne, il est défini en étant un transfert du matériel génétique qui nécessite un contact étroit, donc à travers le pili sexuel. La question 13, une mutation ponctuelle modifie obligatoirement la fonction d'une protéine, modifie obligatoirement la séquence polypeptidique d'une protéine, elle est héréditaire, elle modifie obligatoirement la séquence nucléotique d'un ARN messager. Donc les réponses, déjà ici on parle de la mutation ponctuelle et lorsque la mutation ne concerne qu'une modification d'une paire de nucléotides, où il est limité à quelques nucléotides, on parle ici de mutation ponctuelle. Donc est-ce qu'elle modifie obligatoirement la fonction d'une protéine? Non. Est-ce qu'elle modifie obligatoirement la séquence polypeptidique d'une protéine? Donc, les réponses sont C et D qui sont correctes. Donc, elle est héréditaire. Pourquoi la mutation ponctuelle est héréditaire? Parce que parmi les caractères de mutation, c'est la stabilité, c'est-à-dire le caractère acquis, il est alors transmissible à la descendance. Donc, elle est héréditaire. Donc, pourquoi la mutation ponctuelle modifie obligatoirement la séquence nucléotide d'un ARN messager? Donc, on va expliquer ça dans la figure que je vous ai donnée dans le cours. Donc, parmi les mutations ponctuelles, on peut distinguer donc, des mutations par addition ou insertion. Ça veut dire on insère un nucléotide. Ici, par exemple, on a gagné ou on a additionné un nucléotide qui est le T. Donc, après, il y avait un décalage. Donc, T a été additionné ici. Donc, le A, il est devenu ici A, T,
T, ainsi de suite. Donc, automatiquement, l'ARN messager, elle est modifiée. Et après, la chaîne polypeptidique aussi. Donc, la délétion, ça veut dire qu'il y avait la suppression d'un nucléotide. Donc, un nucléotide A été éliminé. Et après, bien sûr, il y avait un décalage aussi. Donc, T, il est devenu ici, T après ici, T, G, etc. Donc, aussi, il y a une modification de l'ARNM. D'accord? Donc, et après, il y a par substitution. Donc, par substitution, on distingue trois types de mutations. Mutation silencieuse, mutation faux sens et mutation non-sens. Les mutations silencieuses, la séquence d'ADN, elle est modifiée, comme vous voyez ici. Donc, on a une substitution, ça veut dire on a changé G par T, mais la séquence en acide aminé de la protéine codée, elle est restée la même, elle n'est pas changée. Donc, du fait de la redondance du code génétique, parce que dans le code génétique, vous avez remarqué qu'il y a des nucléotides qui codent pour le même acide aminé. Donc, la fonction de la protéine, elle est restée intacte. Donc, elle est maintenue intacte. Donc, il y a la mutation faux sens. Ça veut dire faux sens ici. Donc, le faux sens ici, ce n'est pas la direction, mais c'est la signification ou la fonction de la protéine. Donc, on a substitué un nucléotide, ce qui a provoqué une modification dans la séquence de l'ARNM et par conséquent, une modification dans l'acide aminé. Donc, la chaîne de protéines a été modifiée. C'est pourquoi on parle de la mutation faux sens. Et par la suite, bien sûr, la fonction du protéine est aussi modifiée. Donc, l'imitation non-sens est une substitution qui peut faire apparaître un codon stop. Donc, il y a un UGA ici qui code pour un codon stop qui arrête prématurément la traduction. Donc, la protéine se trouve ainsi écourtée et devient souvent non fonctionnelle. Donc, ce sont les différents types de mutations fonctionnelles que nous avons vus dans le cours. Donc, la question 14, quel mode de transfert de gènes implique un contact direct entre les bactéries? Donc, je vous ai déjà répondu sur ça en donnant la définition de la conjugaison. C'est la conjugaison parce que à travers le pili sexuel. Donc, la question 15, une mutation est un changement du nombre ou de la séquence des bases nucléotides de l'ADN et n'est pas spontanée. Elle peut être provoquée par un agent mutagène. Donc, les réponses correctes sont A et C. Donc, un changement du nombre ou de la séquence, comme je vous ai défini tout à l'heure les mutations, et il peut être provoqué par un agent mutagène. Donc, la question 16, la spontanéité de la mutation a été démontrée par l'expérience de Griffith, l'expérience de Lederberg ou l'expérience d'Avery. Donc, l'expérience qui a démontré la spontanéité de la mutation, c'est l'expérience de Lederberg. Donc, je profite de cette occasion pour expliquer la figure que je vous ai donnée dans notre cours. Donc, l'expérience de Lederberg au test de réplique au tampon de velours. Donc, après la mise en culture des bactéries Escherichia coli, par exemple, dans un milieu de culture qui contient les nutriments nécessaires pour la croissance de la bactérie, on assiste à une multiplication cellulaire. D'accord? Donc, on aura des colonies bien claires d'Escherichia coli. Donc, on prend un morceau de velours stérile, c'est un morceau de tissu, de velours, et après, on appuie légèrement le velours sur la boîte de pétri qui contient les colonies bactériennes. Donc, une fraction de chaque colonie est transférée sur le velours. Donc, on va appliquer ensuite la surface de velours sur une autre gélose vierge, ça veut dire juste le nutriment, juste le milieu de culture, sans antibiotiques. On va obtenir d'un seul coup un repiquage colonie par colonie de la première gélose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On peut faire plusieurs repiquages à la fois en utilisant le tampon de velours. Donc, on va avoir le même résultat, plusieurs copies de la même boîte pétrie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? On répète la même technique, mais cette fois, on repique par la technique du tampon de velours des boîtes de pétri contenant le milieu de culture avec l'antibiotique. Donc, dans le cas normal, la bactérie ne pousse pas. Lorsqu'on ajoute l'antibiotique de la pénicilline, par exemple, on assiste à la mort des bactéries parce que l'antibiotique, il va inhiber la croissance des bactéries. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va assister? Donc, on va faire plusieurs repiquages. Donc, on va trouver qu'il y a une croissance bactérienne, une colonie qui a poussé sur la boîte de pétri. Donc, qu'est-ce qu'on pourra déduire cette fois-ci? C'est que la bactérie possède une mutation qui lui confère la résistance à cet antibiotique. Donc, ce qui prouve que l'imitation survient d'une manière spontanée.
Donc, c'est l'expérience de Lederberg ou le test de réplique au tampon de velours qui a permis de démontrer la spontanéité des mutations. Donc, la question 17. Une mutation faux sens provoque un changement d'un acide aminé dans la chaîne polypeptidique traduite, un arrêt de traduction, aucun changement dans la chaîne polypeptidique. Donc, ici, c'est la réponse A qui est correcte, comme nous avons vu dans la figure, donc, qui parle des différents types de mutations. La question 18, le taux de la mutation est défini. La probabilité pour une bactérie de muter pendant une unité de temps définie, le nombre de mutations pendant 24 heures, le nombre des bactéries mutées pendant un temps défini. Donc la réponse, c'est la réponse A. Donc la définition, il se trouve dans le cours. Il suffit juste de la prendre. Donc la question 19, les étapes de la transformation sont. Donc je vous ai donné dans le cours les 3 figures qui parlent des différentes étapes de la transformation. Est-ce que c'est la fixation après l'intégration et la pénétration, la fixation et l'intégration, ou la fixation, la pénétration et l'intégration? Donc la réponse C, c'est la réponse correcte. Donc la question 20. Lors de la conjugaison, le matériel transféré plutôt peut être chromosomique, extrachromosomique ou tout ce qui précède. Donc la réponse c'est tout ce qui précède parce que le matériel transféré lors de la conjugaison, il peut être chromosomique ou extrachromosomique, c'est-à-dire un plasmide. Donc c'est la dernière question du QCM. Je vais passer à l'exercice 2. Donc associer les termes proposés aux définitions des questions. Donc on a la conjugaison, la transcription, la transduction, la transformation et la traduction. Et on a quelques définitions, il faut ajouter le nom ou le terme correct. Donc, le transfert d'ADN d'une cellule donneuse à une cellule receveuse par un bactériophage, c'est la transduction. Donc, le transfert d'ADN d'une cellule donneuse à une cellule receveuse sous forme d'ADN nu en solution, comme nous avons vu, c'est la transformation. Transfert d'ADN d'une cellule donneuse à une cellule receveuse par l'intermédiaire d'un pili sexuel. Donc, ici, on a un contact direct, c'est la conjugaison. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, c'est le dernier exercice. Il faut répondre aux questions. On a des choix multiples. On a des choix plutôt. Donc, il faut choisir. Donc, les bactéries peuvent acquérir la résistance aux antibiotiques par mutation, acquisition de plasmides ou tout ce qui précède ou rien de ce qui précède. Donc, la réponse, c'est tout ce qui précède. Ça veut dire la mutation et par acquisition de plasmides. Donc, la deuxième question, on parle ici d'un transfert horizontal de gènes, est un processus dans lequel un organisme, comme nous avons vu, intègre du matériel génétique qui provient d'un autre organisme, lequel des phénomènes suivants n'est pas un moyen de transfert. Ça veut dire que parmi ces mots, il y a un mot qui ne fait pas partie de cette définition-là. Est-ce que c'est la scissiparité, c'est la conjugaison, c'est la transduction ou c'est la transformation? Donc la réponse, c'est la scissiparité. Donc pourquoi? Parce que c'est la scissiparité, c'est une reproduction, on dit la reproduction par scissiparité ou division binaire. Donc ça se passe chez les prokaryotes. C'est un mode de multiplication qui est asexué et qui se réalise simplement par division de l'organisme, produisant un organisme fils identique à l'organisme mère. Donc c'est la définition de scissiparité et il ne fait pas partie de la définition qui se trouve dans la question. Donc voilà le dernier exercice. Donc j'ai vu les réponses que vous avez envoyées. Donc les questions qui génèrent fréquemment les erreurs sont surtout qui sont en relation avec la conjugaison bactérienne. Donc j'espère que maintenant les choses sont bien claires. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos questions et j'y répondrai sans tarder. Donc bon courage.